Un nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, un petit peu particulier puisque nous allons lancer une nouvelle série dans ce podcast que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Et une série dans laquelle nous allons revenir sur une course qui a marqué un pilote, un événement, mais tout ce qui a pu marquer la carrière d'un pilote. Et pour ce premier numéro que nous allons intituler Un jour une course, le premier invité sera Vincent Abril. Vincent Abril que vous connaissez évidemment pour son passage chez Bentley il y a quelques années et qui aujourd'hui évolue dans les rangs d'AF Corse et dans le giron Ferrari. Un nouveau donc numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info à écouter tout de suite. Vincent, nous sommes au Paul Ricard pour l'ouverture du GT World Challenge Europe Endurance 2025. Mais nous, on va pas s'occuper de cette saison, on va s'occuper de 10 ans en arrière, puisque en 2015, tu as décroché le titre en Sprint Cup, en Blancpain Sprint Series à l'époque, l'appellation officielle. Nous allons donc revenir sur cette fameuse finale de Zandvoort 2015 qui a un petit peu, même beaucoup, joué dans ta carrière. Complètement, bonjour Pierre, déjà bonjour à tous. Ouais, c'est vrai que 10 ans, on revient 10 ans en arrière. Déjà à l'époque des Blancpain Series, c'est vrai que seuls les vrais connaissent le nom de ce championnat qui est devenu aujourd'hui le GT World. Écoute, ouais, Zandvoort, c'est vrai que ça a été une épreuve vraiment marquante dans ma carrière parce que c'est un peu là où tout s'est enclenché, on va dire, pour la suite de ma carrière en endurance. Je me rappellerai toujours de cette année, en 2015, avec Bentley, où on reçoit la voiture à Portimao en test la première fois avec HTP, et qu'on s'est dit, oula, ouais, là, ça va être long, il y a du travail, enfin, sans mentir ou sans non plus se dégrader, mais je veux dire, on ne visait aucunement le titre dès la première année. On savait que c'était un process de au moins 2 ans, 3 ans pour arriver quelque part. Et je dois dire que voilà, on a eu de la chance d'avoir un entourage, un staff technique avec Renaud Dufour, avec plein de gens qu'on peut croiser dans le paddock encore aujourd'hui et avec lesquels on a galéré d'entrée. Et c'est pour ça que à chaque fois que je croise tous ces gens dans le paddock, que ce soit Norbert aussi de chez HTP, ça me fait toujours un peu quelque chose parce que je me rappelle que là, on est parti de très loin pour arriver finalement à jouer le titre contre Lorenz Vantore et Les ogres. Lynch. Ouais, non, vraiment chez WRT à l'époque où c'était vraiment le top de ce qui se faisait en endurance. On a réussi à être encore en lice pour le titre à la dernière course et à Zandvoort, comme tu l'as dit, justement, c'était un week-end parfait avec Maxi Buch. J'ai très peu d'amis dans ce milieu parce qu'on est tous un peu, on cherche un peu la même chose, mais Maxi, c'est vraiment quelqu'un qui est resté très très proche dans mon entourage. Je lui parle souvent au téléphone encore aujourd'hui et c'est vrai que cette épreuve nous aura marqué à vie, ça c'est sûr. On va revenir un petit peu sur le contexte, Vincent. En 2013 et 2014, tu évolues en championnat de France, FFSA GT, encore à l'époque le GT3. Tu évolues chez Speedcar, et donc ça t'a amené ensuite à cette fameuse saison chez HTP avec la Bentley. Et comme tu disais, le début de saison n'était pas forcément évident avec cette nouvelle voiture. Ça changeait beaucoup par rapport à l'Audi sur laquelle tu évoluais. Comment un petit peu t'as appréhendé cette voiture gros gabarit, moteur avant, c'était quand même pas la même chose, quoi. Complètement. Déjà, quand j'ai vu la voiture pour la première fois, je suis rentré du mauvais côté de l'habitacle, on va dire. Parce qu'on avait une conduite à droite, donc. Bon, après, ça, c'était plus anecdotique qu'autre chose parce que c'était même très adapté vu que pour la plupart des circuits, on était à l'intérieur des virages. Et non, au final, c'est vrai que le gabarit de la voiture était très différent d'une Audi. À l'époque, c'est-à-dire maintenant les GT3 sont plus homogènes, on va dire, dans l'ensemble, elles ont toutes un peu leurs qualités, leurs défauts, mais en termes de répartition de poids, c'est assez équilibré. En termes de puissance, de power delivery, tout ça, c'est très, on va dire, tout le monde a réussi à peu près à peaufiner quelque chose de correct. À l'époque, c'était beaucoup plus archaïque, quoi. Il y avait des fois où je me rappelle, on n'arrivait même pas à passer la puissance au sol. On avait beaucoup de travail à faire, on va dire, sur des pistes sprint, parce que voilà, Bentley était arrivé en tant que programme officiel en 2014, je crois. Donc nous, on a récupéré le projet pour le sprint, sauf que le sprint à l'époque, ça allait à Nogaro. Ça allait toujours à Zandvoort, c'est la Brandsatch. Enfin, c'était des circuits un peu type À l'ancienne un peu. à l'ancienne et puis un peu surtout très très sinueux, très très petit. Pas forcément adapté à la Bentley, quoi. Complètement. Ou la Bentley pas forcément adaptée au circuit. Complètement. Donc à l'époque, on pouvait parler de ce genre ouais, même Zolder, je me rappelle maintenant, ça revient à l'esprit. Moscou, qu'on a gagné aussi, et qui nous avait fait tourner le championnat. Et c'est aussi le charme de ce challenge, on va dire, qui nous a vraiment. Je me rappelle vraiment de la partie plus. Certes, on a gagné le championnat et ça m'a lancé ma carrière, mais je me rappelle plus du côté un peu galère qu'on a connu les 2, 3 premières courses. On s'est dit. Ouah, il y a du travail, faut pas, enfin, voilà, certes, c'est un programme officiel et c'est génial,
mais il faudra travailler et on s'est tous dit, voilà, on est dans le même bateau et on pousse dans la même direction et ça nous a vraiment, voilà, bien lié de connexion assez forte avec bah, ces gens-là que j'avais mentionnés. La dernière course à Zandvoort avec Maxi, c'était juste imperfect, quoi. On a fait la pole, on a gagné la première course. Il nous fallait un peu des aléas de course aussi. Je me rappelle qu'on pouvait pas juste gagner, il fallait que Fringe et Ventor terminent un petit peu derrière et il s'est passé des choses et franchement, c'était comme dans un film, hein. C'était vraiment génial. Et on se souvient donc Vincent, le début de saison compliqué, hein. Bon, Nogaro, tu disais, Brandzach sans points marqués. Mais Gros vous étiez. crash même à Ouais. Brandzage de Maxi, ça, je me rappelle. Gros crash. En plus, Maxi, lui, quand même, avait l'expérience du championnat, donc aussi servait un peu de guide, toi, à titre personnel, sur cette saison aussi, de passer aussi dans l'échelon supérieur au-delà du FFS AGT. Bah, pour l'anecdote, en fait, moi j'avais après une saison un peu en dents de scie avec WRT en junior où j'étais pas forcément à ma place, mais ça m'a fait du bien de mettre un pied dans le GT World parce que je venais du championnat de France. Je me suis dit bon, il me faut une opportunité pour vraiment montrer, essayer de gagner et de mettre voilà tout d'abord. Et donc le deal à la base, c'était que j'avais signé en courant de faire fin courant de saison 2014 avec HTP, mais à l'époque ils étaient avec Mercedes, avec la SLS, et ils étaient champions en titre surtout. Donc Maxi avait raté une course, donc il était pas champion, mais c'était Maxi Guts qui était champion. Exact. Et donc moi je prenais la place de Guts. Et on avait testé à Hockenheim, je me rappelle, ça s'était passé, mais fantastiquement, même trop bien pour être vrai. Je me dis c'est pas possible, c'est génial. Donc bah, tout était aligné pour faire une très belle saison. Pendant l'hiver, j'ai eu ce scoop, on va dire. J'ai eu un appel bah, à l'époque du patron de HTP et qui me dit non, tout va bien, rien qui a changé. Bah, si, en tout cas, on sera plus sur une Mercedes, on sera sur une Bentley. Ah, ok, bon, d'accord. Et après, bon, bah, pour moi, d'un point de vue carrière, c'était intéressant parce qu'il n'y avait pas de junior programme, il n'y avait pas de pilote d'usine. Il y en avait, mais pas non plus installé à vie. Donc, c'était une belle façon de, on va dire, d'exister dans le monde professionnel. Mais bon, c'était un challenge, comme on a dit, voilà, il y avait plein d'inconnus, beaucoup de travail d'entrée, et c'était une belle histoire. Comme tu disais, ça a été Zolder un peu le déclic, parce que d'un côté, Robin Frings et Lorenz Vanthoor ont enchaîné les victoires. Bon, à Nogaro, ça avait été un résultat blanc, mais ils avaient ensuite enchaîné 4 victoires d'affilée, donc ils étaient grands favoris évidemment du championnat. Et vous avez le déclic avec les premiers podiums à Zolder. Et ensuite, il y a cette fameuse manche russe, donc qui aujourd'hui paraît un peu anachronique, mais avec la Ouais. première victoire. Et est-ce que c'est là où vous avez vraiment senti le déclic dans cette saison? Vous avez peut-être compris aussi comment exploiter cette voiture, trouver la bonne fenêtre de fonctionnement de cette Bentley. Bah complètement, c'est vrai Sur que un circuit en plus qui était assez particulier quand même, hein. Ouais, je m'en souviens très bien de cette période-là parce que on avait compris des choses avec la voiture, on s'est engagé dans une philosophie un peu différente après quelques courses. Encore une fois, si je mentionne Renault autant de fois, c'est parce que il a vraiment réussi à faire quelque chose avec cette voiture dans des circuits qui n'étaient pas du tout adaptés. Zolder, ça paraît incroyable de dire aujourd'hui qu'on a réussi à faire un podium à Zolder avec cette voiture, mais on a réussi et on avait un très bon feeling même sur les circuits très serrés. Il y avait cette image un peu que la voiture était une voiture un peu bateau, un peu feignante, mais c'était pas le cas. On avait vraiment réussi à faire quelque chose d'intéressant. On est arrivé après à Moscou, qui est, bah, comme tu dis, ça paraît un peu incroyable de dire qu'on est allé rouler à Moscou, mais j'adorais cette piste. D'entrée, personne n'avait roulé là-bas, donc on avait vraiment, ou ceux qui avaient roulé peut-être en GT1 à l'époque, mais très peu avaient roulé là-bas. Et d'entrée, on avait un bon feeling. C'est une piste un peu atypique où il y a des rayons de virage un peu bizarres. Enfin, j'ai rarement eu un circuit un peu comme ça. Et ouais, on a d'entrée eu un super feeling et ça s'est passé exceptionnellement bien. J'ai pris un super départ. On n'était pas hyper performant, mais on était assez performant pour rester devant. Et on prend un super départ. Et de là, ça nous a lancé notre saison, on va dire, où on s'est retrouvé à moins d'une victoire à chaque fois. Donc on était très proches, on mettait la pression. Et surtout, eux, voilà, ils étaient rodés d'entrée, ils ont scoré très très fort. Nous, par contre, on était vraiment en train de monter en puissance et on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait après Moscou. C'est sûr qu'il y a eu un déclic et tout le monde a compris que c'était un peu cette course, c'était nous contre eux et ouais, c'était un peu la guerre, hein. Les 3 derniers meetings, Ça a c'était la été le guerre. chassé-croisé avec chacun prend une victoire à chaque meeting. Complètement. Et il y a cette fameuse manche de mise à nous. Malheureusement, Lorenz a ce gros accident Ouais. dans la nuit et où il ne peut pas disputer la finale. Donc Mm. vous vous retrouvez avec Maxi en bagarre que avec Robin Frings. Comment on aborde, toi, à cette époque, donc on arrive à cette fameuse course de Zandvoort 2015, comment on aborde la possibilité de décrocher un titre, un des titres majeurs en GT3 à cette époque, toi qui es encore jeune, très jeune. Bah écoute, cette année, si je te raconte toutes les histoires qu'il y a eu un peu bizarres, je me rappelle d'une course à Portimao, la voiture se comporte exceptionnellement bien à Portimao. On perd la course à cause de gouttière de pluie sur le bord du circuit qui s'est levée.
alors qu'on était en tête et qu'on n'avait pas pité. Donc on perd la course à cause de ça. Je me rappelle des scènes dans le garage, c'était vraiment donc on avait quelques points rattrapés à cause d'un truc comme ça. Misano, comme tu l'as dit, Lorenz a eu un énorme accident qui fait que bah en fait ça nous a remis un peu dans le match. Donc je pense que notre terme de comment dire notre niveau de chance et malchance a été un peu équilibré dans l'année. Et voilà, c'était le show final à Zandvoort qui en plus moi, je me rappelle très bien de le week-end d'avant, il y avait la DAC GT Masters qui était allée avec Bentley, donc c'était la même voiture mais c'était opéré par deux entités un peu différentes au sein du même team, donc c'était HTP mais c'était plus le côté ADAC et allemand qui gérait ça. Et ils avaient passé un sale week-end, vraiment, ils n'avaient pas trouvé de perfo, il manque de grip. Donc, Pas forcément la confiance, quoi. ouais, Enfin, au niveau voiture sur ce circuit. ouais, on s'est dit, bon, on va dire qu'ils n'ont pas dominé le week-end, donc on va arriver un peu humble et essayer de saisir un peu des opportunités. C'était l'époque aussi où on craignait énormément la pluie avec cette voiture, parce que bien qu'on soit à l'aise sous la pluie, je pense, ces dernières années, avec d'autres voitures, j'ai pu montrer que j'aimais bien la pluie. Mais avec la Bentley, il n'y avait pas de super-héros, surtout la première génération. On avait beaucoup de soucis avec la météo. Donc on priait déjà pour qu'il fasse beau, et même s'il faisait beau, déjà, on n'était pas serein. Et en fait, on a vraiment trouvé un très bon setup d'entrée. On était très à l'aise. On sentait qu'il y avait une tension dans l'air un peu bizarre parce que je sais pas, il y avait un truc ce week-end où ouais, c'était plus à eux de perdre le championnat qu'à nous de le gagner. Donc on était un peu en mode on fait notre travail, on verra bien. Et il y a l'époque, il y avait la course qualificative, donc C'est ce que j'allais te dire. ouais, Le format était un peu différent d'aujourd'hui. complètement. Et Ouais. déjà, c'est votre première pole position aussi. C'est vrai parce qu'en plus la Bentley avait une qualité que c'était pas une voiture qui était extrêmement qui démarrait les pneus très rapidement, c'était une voiture qui était très bonne sur un long relais, on va dire, mais sur l'exercice de la qualif, ça a toujours été notre point faible de d'avoir un jus du pneu qui arrivait au bon moment. À l'époque, c'était des pneus chez Pirelli où il y avait vraiment une façon d'extraire un potentiel en qualif et après en course c'était autre chose. Donc aujourd'hui c'est moins le cas, mais c'est vrai qu'il y avait cet aspect où Audi avait toujours un peu l'avantage sur nous sur ce point de vue-là. Maxi d'ailleurs, c'est Maxi qui avait fait la qualif et il avait fait un travail remarquable. Pourtant Zandvoort c'est vraiment un endroit où je me sens très à l'aise et que j'aime beaucoup, mais je me souviens même lui avoir dit waouh, alors là je sentais que c'était vraiment le championship drive, tu vois, c'est Mhm. vraiment le truc où il s'est mis en mode je dois faire un peu l'extra. Après en course qualif, on a vraiment imposé notre rythme, Ça a joué d'être devant aussi. ouais, Sur, complètement. sur un circuit où c'est pas forcément. Même si, bon, il y a la longue ligne droite, t'arrives sur Tarzan, le freinage toujours un peu compliqué. Ouais, Mais bon, j'imagine que cette position de départ sur en pole position, ça a joué vous aussi sur le week-end, complètement. quoi. Complètement. En plus, c'était à l'époque où c'était pas resurfacé pour la F1, donc c'était un circuit très abrasif. Où on a beaucoup souffert avec la dégradation, donc on avait toujours ces Audi qui revenaient dans le secteur 2. On avait un peu la ligne droite qui nous donnait un peu d'air, mais bah, c'était un peu particulier. Et donc la course principale, donc celle qui donne le plus de points à la fin à la fin du championnat, on part en pôle, mais il y a eu cette histoire de full course yellow, je crois, ou quelque chose. Il y a un accident au départ, donc je me retrouve deuxième, et donc j'ai dû faire un move absolument parce qu'on perdait du temps dans les stands aussi. On avait une voiture assez large et WRT était très entraîné au stand, donc on arrive à faire il fallait que je dépasse absolument Mhm. l'Audi à Zandvoort, c'était pas évident. J'avais réussi, je crois, dans le premier ou au deuxième virage, et on a réussi à gagner cette course. Vraiment, je crois que c'était genre rien que d'y penser, j'ai encore des frissons parce que c'était tellement pas écrit que c'était pour nous. Ça, on partait de tellement loin. Je me rappelle de la tronche qu'on tirait après Portimao au Mhm. premier test. Il a eu pluie, sec. On a eu un peu tout, donc on s'est fait un peu une idée globale de l'année. Et c'était le bilan, il était catastrophique. Je veux dire, c'était sûr que on allait passer une saison très compliquée. Et en fait, non, ça s'est super bien passé et on a fait que progresser. Et voilà, le résultat à la fin fait que si on n'avait pas galéré autant, je pense que bon, on a été favori, on avait un line-up qui était très intéressant. Mais tout ce qui a fait qu'on a galéré autour a fait qu'on a vraiment, ouais, ça a marqué une Ouais, carrière. bien sûr. Et donc, il y a le tête à queue aussi de Robin Fricks dans la course 1, qui C'est vous vrai. replace en tête, du coup, pour la course principale, on va dire. Ouais, Là, maintenant, quand on mène, c'est plus pareil. On est en tête au championnat avant d'aborder là vraiment la dernière course, alors ouais. qu'avant vous étiez en train de chasser en permanence. Pareil, ça, comment on gère? Est-ce que c'est plus facile de chasser ou est-ce que c'est plus facile de défendre? Ça fait 10 ans maintenant où, en fait, je pense que c'est quand même toujours mieux d'être devant, quoi qu'il en soit, surtout en GT où c'est pas si facile de Mhm. dépasser, surtout à Zandvoort où c'est très compliqué de dépasser. Voilà, moi j'étais jeune, j'étais un peu frais, j'avais pas
autant d'expérience et autant de recul sur tout ça. Donc, on prenait un peu les choses comme elles venaient. Et j'étais très bien entouré à cette époque-là pour pas avoir à stresser plus que ça. Et j'étais vraiment dans une optique où j'avais juste à me concentrer Mhm. à faire ce que j'avais à faire. Et je savais que même sur le point de vue carrière après, parce que évidemment, je savais tous les enjeux qu'il y avait pour après, parce que si tu regardes avec Maxi Buck, avec Kelvin, avec tous ces mecs-là qui sont arrivés, même Jules et tout, même juste un peu après, mais on était très peu à être si jeunes et à pouvoir rentrer chez un constructeur. Et je pense que depuis là, après, il y en a beaucoup qui ont suivi dans cette direction. Mais je savais qu'il y avait un enjeu derrière. Je savais que si je gagnais le championnat, il y avait un contrat à la fin. C'était pas dit, mais je le savais. Mhm. Donc, ouais, c'était. J'ai même visité d'autres constructeurs en même temps pendant la saison. Il y avait des choses qui se passaient. Donc, je savais qu'il y avait des enjeux. Mais bon, au final, ça servait à rien de se creuser la tête plus que ça. Fallait juste faire le job. Et après, ça a déroulé comme ça a déroulé. Mais ouais, c'était pas de pression supplémentaire, Ok. c'était juste vraiment sur le moment et après on réfléchit quoi. Ouais. Donc, Et donc vous gagnez cette fameuse ouais, dernière course devant Robin Frings, donc, ouais, et vos rivaux, et champion. Et donc, comme tu dis, c'est vraiment un moment quand même pivot. Aujourd'hui, 10 ans après, ouais, c'est compliqué de dire autrement parce que derrière, on sait qu'ensuite, tu as été pilote officiel Bentley ouais. pendant plusieurs années. On va dire comment ça s'est passé ensuite. C'est très vite après ce titre, tu as eu cette opportunité avec Bentley, j'imagine. Bah carrément ouais, ça a été le pivot. C'est vrai que moi j'ai même pas eu le temps, on va dire, de décompresser de ça et directement ça s'est enchaîné dans. Je suis quelqu'un qui est avec le temps, j'ai vraiment apprécié je me suis vraiment forcé à apprécier les moments, tu vois, de victoire parce que on connaît trop ce milieu où c'est fait de déception plus que de victoire parce qu'il y a tellement de niveaux, il y a tellement de gens qui veulent la même chose. Tous les programmes sont construits avec le même objectif, hein, c'est d'aller gagner. Donc il y en a forcément un ou deux qui seront pas contents à la fin et donc je le sais mais ça s'est enchaîné tellement vite qu'en fait j'avais même pas profité tant que ça. Directement le choix s'était offert de soit rester avec HTP qui passait chez Mercedes, soit de signer un contrat constructeur avec Bentley. Je pense avoir fait la bonne décision, on va dire, parce que tout ce qui a suivi derrière, je pense que ça a été top. Mais de signer un contrat constructeur, ça s'est fait, je pense, 2, 3 jours après. Donc j'étais directement allé en Angleterre chez M-Sport pour discuter de tout ça avec Olivier Panis à l'époque qui s'occupait de moi. Et je me rappelle le long trajet entre Manchester et Cockermouth, la capitale de rien du Le tout. Mais bastion de M-Sport, voilà, exactement. ouais, mais c'est vrai que t'arrives là-bas, t'es Ça doit être perdu. impressionnant parce que tu arrives dans un domaine où, évidemment, à cette époque, la Bentley, mais il y avait tout le rallye. Ouais, Bon, et Malcolm Wilson, ça reste quand même une figure du sport auto. Et j'imagine qu'en plus, toi, 10 ans avant, à ton âge, ça devait être quand même particulier. Ouais. ouais, complètement. Je me rappelle très bien d'arriver là-bas dans cette campagne au milieu de nulle part et de voir cette énorme usine où ils produisaient énormément de voitures à l'époque, vu qu'ils produisaient toutes les Rallye 2, toutes les WRC avec un programme très complet. Donc je me rappelle d'avoir été assez impressionné, mais après, une fois qu'on est rentré dans le bureau pour discuter, tout est revenu un peu dans l'ordre et me dire voilà moi ce qui m'importait c'était de gagner j'avais des objectifs sportifs et aussi un objectif de continuité voilà de dire je veux pas rester là un an, je veux essayer de construire quelque chose et je me rappelle que tous les pilotes à l'époque chez Bentley étaient un peu plus sur leur fin de carrière Mm. que sur le début de carrière. Donc il y avait un truc à construire, il y avait des projets aussi un peu du Mans par-ci par-là. Je sais que ça traînait, tu vois, donc bon, dans l'idée, je pense qu'il y avait de l'avenir. Il y avait vraiment quelque chose qui était en train de se construire. Il y avait une nouvelle voiture aussi pour 2 ans après. Exactement. Donc ça aussi, c'était dans l'idée d'être faire partie du projet, d'être vraiment dans le développement. Et donc tout a été vraiment axé, on va dire, sur le long terme plutôt que le court terme. C'est sûr que sur le court terme, encore aujourd'hui, je me pose la question si j'avais fait la bonne décision de choisir d'aller chez M-Sport. Mais après, avec le recul, je pense que d'avoir signé mon premier contrat constructeur avec eux et d'être resté au final 4 ans, ça a été la bonne décision et j'ai vécu des choses, voilà, développer une voiture de Oui, c'est A ce à que j'allais dire, Z, c'est ça, t'as ouais, pas eu que l'aspect pilote pur. Il y a ça, complètement, développer une voiture, complètement, être aussi tout l'aspect pilote d'usine. Pour ouais, toi, c'était tout nouveau aussi. bien C'est sûr. forcément une expérience qui Non, t'aide, quoi. complètement, ça a beaucoup servi et encore une fois, construire une Bentley, c'était quelque chose. C'était pas une architecture de voiture déjà de base qui était faite pour la course. Donc, on a eu beaucoup de challenges, beaucoup de problèmes, essayer de faire des choses un peu différentes des autres constructeurs. Et c'est vrai que non, on est passé très proche de gagner Spa à 10 secondes. On aurait dû gagner Bathurst, avec des si, on aurait fait beaucoup de choses. Mais on a quand même gagné des belles courses, on a fait des bonnes choses et c'est ce qui a fait qu'après derrière j'ai eu toute ces opportunités
quand j'ai décidé de partir de chez Bentley, d'aller ailleurs et faire d'autres choses. Oui, c'est ce qui t'a amené aujourd'hui chez AF Corset. Ouais. Donc c'est forcément une part de ta carrière et de ton expérience. Mais écoute, merci Vincent d'être revenu un peu sur cette course de Zandvoort 2015 il y a 10 ans donc pour ce titre. Donc c'était le premier numéro de cette mini-série, on va dire, de Un jour une course avec Vincent Abril qu'on remercie de nous avoir accueillis chez AF Corset en ce vendredi au Paul Ricard. On vous donne rendez-vous très vite dans un nouveau numéro de Track Limit by Minervoil, le podcast d'Endurance Info. D'ici là, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à Endurance Info au site et à vous abonner sur les différentes plateformes pour écouter nos différents numéros de podcast. Vincent, merci beaucoup et à une prochaine. Et on te souhaite une bonne saison 2025 en GT World Challenge Europe Endurance Cup avec AF Corset. Merci à toi et j'espère que cette année sera aussi bonne que 2015. Merci et à bientôt.